Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans Agriquois. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode Une année dans. Le concept est très simple. Je me suis rendu compte que souvent on ne connaît qu'une seule étape d'une production, genre la récolte pour les céréales ou la traite pour le lait. Dans Une année dans, nous partons à la découverte des productions et des métiers pour découvrir tout ce que font les agriculteurs le reste du temps. Aujourd'hui, je vous présente Chloé Dehaene, bergère à l'alpage de Combe-Madame, en Isère. On connaît bien l'image du berger en alpage posé sur son rocher face aux brebis. Mais en quoi consiste vraiment ce métier au quotidien ? Et qu'est-ce qu'un berger fait le reste de l'année quand la saison d'alpage est finie ? C'est le sujet de l'épisode du jour. Je voudrais savoir comment tu présentes le métier de berger justement, qui est souvent assez méconnu des gens qui le confondent parfois avec éleveur. Donc qu'est-ce que c'est exactement être berger ? Alors, être berger, donc c'est garder des troupeaux qu'on nous confie. Donc, comme tu dis, on n'est pas forcément éleveur. Des éleveurs nous confient leurs troupeaux. Après, on peut être aussi éleveur-berger, garder son propre troupeau aussi. Mais voilà, avec pour objectif d'engraisser les animaux, d'entretenir les espaces naturels, de gérer le troupeau, faire des soins. Donc, en gros, on nous donne le troupeau et on s'en occupe pendant plusieurs mois, ou ça dépend en fait. Et puis là, juste avant que j'arrive, tu étais en train de faire les soins, ouais. Ça se voit que c'est un sacré travail aussi de gestion. Enfin, c'est autant être vétérinaire que gardien. Tout à fait. C'est ce qui fait la force de ce métier, et vraiment que c'est un super métier parce que c'est très diversifié. On fait vraiment beaucoup de choses. On fait des soins, voilà, donc il faut avoir quand même des données vétérinaires. Il faut savoir faire plein de trucs. Les plâtres, recoudre les plaies, on fait énormément de choses là-haut parce que le vétérinaire il ne monte pas là-haut, on doit se débrouiller. On doit être gestionnaire aussi de milieux naturels, on entretient la montagne, donc il ne faut pas que ce soit trop pâturé, ni pas assez, savoir aussi faire en fonction de la faune sauvage, on ne fait pas n'importe quoi là-haut, on est quand même dans un milieu un peu sensible avec des animaux qui y vivent et donc il faut gérer ça aussi. Il faut savoir aussi gérer le troupeau, s'occuper des animaux parce que notre objectif premier c'est de les engraisser, de faire que les animaux ils prennent bien, qu'ils ne perdent pas du poids, qu'ils soient en bonne santé. Donc ça aussi c'est technique, il faut les emmener dans les meilleurs endroits, au meilleur moment pour qu'elles profitent bien. Et il faut savoir aussi analyser la météo, ça on est tout le temps dehors, donc lire la météo, lire aussi le ciel, faire attention parce que les orages ça arrive vite, on est quand même dans un milieu assez rude et assez dangereux. Donc ça aussi, c'est très technique. Il y a plein de facettes que j'adore. Moi, je trouve ça super. Ouais, je trouve ça super comme métier. C'est très riche. On ne se rend pas compte, les gens, on dit berger, ils pensent on est là, on compte fleurettes et on regarde les brebis. Mais non, c'est plus que ça. Et puis on est dehors toute la journée. Ça, les gens, ils ne le voient pas, mais quand il pleut, et qu'on est dans le brouillard, alors ça dans le brouillard c'est le pire, et qu'on ne voit pas ces animaux et qu'on doit les garder sans filet, parce qu'il n'y a pas de filet là-haut, c'est une garde libre, et c'est pas facile. Il faut être fort mentalement et psychologiquement, parce qu'une journée de plus de 10 heures dans le froid, c'est assez long. Et comment ça t'est venu l'idée d'être bergère ? Parce que c'est pas forcément ce qu'on t'explique à l'école, ni la première idée qu'on a. Donc d'où est-ce que ça vient ? Alors c'est un peu une histoire dingue, c'est que je viens pas du tout du domaine agricole. Je suis originaire du Nord à la base, donc le plat pays, pas du tout les montagnes. Et j'ai une formation plutôt dans le tourisme, donc l'agriculture c'était pas mon truc, je ne connaissais rien du tout. Et en fait je travaillais en station de ski l'hiver, et à côté de moi il y avait le bureau de l'ESF, et à ce bureau il y avait une bergère qui bossait là l'hiver. Et tout l'hiver, elle me parlait de son métier, elle montrait des photos, elle était vraiment super passionnée. Et elle m'a donné envie, ça donnait vraiment envie tout ce qu'elle me racontait, de ce qu'elle vivait, la relation homme-animal.
Et à la fin de l'hiver, elle me dit j'ai une collègue bergère qui cherche quelqu'un pour l'aider. Est-ce que ça te tente, comme j'ai vu que ça t'intéressait? Et du coup, j'avais rien de prévu pour l'été et je me suis dit allez, on va essayer. Et je me suis lancée comme ça avec cette bergère qui avait beaucoup d'expérience. On était sur un petit alpage et avec pas beaucoup de brebis, donc elle m'a tout appris et c'était un super été. Et c'est là que je suis tombée amoureuse du métier, quoi. Et après, c'était parti. Et justement, on entend parfois qu'il y a une formation qui existe, etc. Il y a beaucoup de bergers qui la font ou ça reste quand même assez rare? Oui, alors il y a plusieurs entrées dans ce métier-là. Et effectivement, il y a une formation qui dure plusieurs mois sur plusieurs centres de formation. Et notamment Noé, là, qui travaille avec moi cette année, sort tout juste de cette formation l'année dernière. Et c'est bien aussi de faire cette formation parce qu'il voit vraiment beaucoup de choses et il se rend mieux compte de ce que c'est le métier de berger avant de se lancer dedans. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui voient ce métier comme étant très bucolique, on est dehors, on regarde les animaux, c'est cool, hein, et qui se lancent comme ça à l'inconnu. Mais c'est quand même très technique comme métier et il faut savoir quand même des choses. Donc c'est quand même bien de se former, donc soit en formation ou soit avec un berger pour apprendre les différentes facettes du métier, quoi. Mais se lancer comme ça à l'aventure, c'est vrai que je ne le conseille pas trop. Et il faut d'abord se rendre compte ce que c'est du métier avant d'y aller, quoi, parce que c'est pas évident. Toi, du coup, là, tu travailles où? Depuis combien de temps avec ce troupeau? De quelle taille? Est-ce que tu peux me décrire un peu où tu bosses? Alors, moi, j'ai toujours travaillé dans le massif de Beldon. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le massif qui est entre Chambéry et Grenoble. Et donc, j'ai fait ma première saison toujours dans Beldon, sur l'alpage de Tigneux. Et ensuite, avec mon compagnon de l'époque, on s'est lancé sur un autre alpage, donc là où je suis actuellement. Donc ça fait 10 ans que je suis là-bas. Et c'est l'alpage de Combe-Madame. C'est une vallée qui est parallèle au lac des Sept-Lots. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu plus connu, le lac des Sept-Lots. Et du coup, ce massif de Beldon, il est un peu particulier parce que c'est assez abrupt, c'est très caillouteux, il y a plus de cailloux que d'herbes. Mais moi, je suis vraiment tombée amoureuse de ce massif parce que je trouve qu'il est superbe. Et ouais, on est bien ici, c'est très sauvage. C'est pour ça que ça fait 10 ans que je suis là, quoi. Et du coup, tu bosses avec les mêmes éleveurs depuis, avec les mêmes animaux ou... Là, ça fait quand même à peu près 5-6 années que le troupeau ne change pas. On a 6 éleveurs, on a du coup différentes races, on a de la tonne et marteau, on a du mérinos, on a des brebis plus à viande, un peu de morée rousse, donc c'est un troupeau très diversifié. Et on a 700 bêtes à peu près. Donc ouais, on a de quoi s'amuser là-haut. Merci pour la description. Justement, l'objectif du format, c'est de raconter un peu mois par mois ce que tu fais comme travail. Et tu peux commencer par le mois qui te semble le plus logique. Alors moi, je vais commencer peut-être par le mois de janvier. Parce qu'en fait, la première particularité aussi de cet alpage et pourquoi j'ai décidé de monter là-haut, c'est parce qu'on a un gîte d'alpage là-haut, donc c'est un refuge. Et moi, j'ai choisi de monter là-haut parce qu'on allait être berger, mais on allait aussi gérer plus ou moins ce refuge. Et donc, j'aimais bien ce lien entre le tourisme et l'agriculture. Et donc, ce refuge, c'est un lieu qui permet de faire découvrir le métier de berger. Les gens peuvent approcher de plus près les troupeaux, discuter avec les bergers, on fait des animations. Et en fait, ce format-là, de justement promouvoir le métier de berger, faire découvrir aux gens tout ça, et que ça soit lié avec le refuge, ça m'intéressait vachement. Et donc, le mois de janvier est important parce que moi, j'organise cette saison. Donc, je gère aussi le refuge. Donc, j'organise les commandes, les contrats et la saison à venir. Donc, ça, c'est aussi une petite facette de ce que je fais là-haut. Et donc, mois de janvier, on prépare la saison. Après, aussi, la particularité, c'est que j'ai aussi des brebis. Un petit troupeau. Je dois avoir une dizaine de brebis pour m'amuser et entretenir les terrains autour de chez moi et aussi faire ma viande d'agneau. Et donc, mois de janvier et ensuite mois de février, les misbahs approchent parce que c'est la période de mes misbahs. Voilà, donc je m'occupe pas mal de mes brebis qui sont dans ma petite bergerie à côté de la maison. Avec tout ça aussi, mois de janvier, je travaille en station de ski. Ouais. Parce qu'on a double emploi en fait. Moi, je suis saisonnière, l'été, je fais bergère, mais aussi l'hiver, je travaille en station de ski. Donc janvier, je suis en station aussi. Du coup, seulement les week-ends ou vraiment à la semaine? Non, tout, je suis à temps plein, donc je travaille toute la semaine là-haut. Je travaille dans un magasin de location de ski. Voilà, donc je m'occupe des locations, accueillir les gens. C'est un autre troupeau, mais c'est aussi super intéressant.
Donc janvier, février, je suis aussi en station, mars également. Là, la saison se rapproche, donc on organise un peu plus la saison. On appelle les fournisseurs pour le refuge. Et ensuite, avril, voilà, c'est le mois où on sort les animaux dehors, donc mes brebis à moi. Voilà, donc j'organise des parcs. Ça m'entraîne un peu pour la saison à venir. Voilà, donc c'est une saison quand même assez calme. Ensuite, mois de juin, là on est début juin, et mois de juin, les brebis arrivent, donc les autres troupeaux, tous nos troupeaux, là, les 6 éleveurs arrivent. Et juste, tu sais combien de temps à l'avance que tu vas travailler de cette façon-là, à cette date-là? Parce que je suppose qu'il y en a qui changent chaque été. Et du coup, comment ça s'organise? Souvent, début d'année, par exemple au mois de janvier, on fait des réunions avec les éleveurs, donc le groupement d'éleveurs, voilà, pour réorganiser ça, donner les dates, donner le nombre de brebis qu'il va y avoir, parler des travaux à réaliser sur l'alpage, parler de l'organisation. Voilà. On se retrouve en avance avec les éleveurs pour parler de tout ça. Et ça, effectivement, ça se fait au mois de janvier, début d'année. Et pour dire si on remonte aussi, parce que c'est ça aussi, hein, c'est un métier où on peut changer facilement et on n'est pas pris par un contrat d'année en année. Donc on renouvelle un contrat. Donc c'est aussi de dire aux éleveurs, allez, on repart cette année, c'est parti, on s'organise, on y va. Et donc voilà, au mois de juin, on sait que tout le monde repart, on sait comment on s'organise, voilà, comment ça va se passer. Donc on reçoit tous ces animaux qui arrivent en camion, tous dans la vallée du Haut-Bréda. Donc on passe d'abord un mois, donc tout le mois de juin dans la vallée, donc entre Pinceau, le village de Pinceau et le village de la Ferrière. Et progressivement, on avance de parc en parc, donc on se déplace sur la route avec les animaux. Ça, c'est super sympa, j'aime bien marcher avec les animaux. On avance jusqu'à fin juin, début juillet, arriver vraiment au pied de l'alpage. Juillet, c'est parti, on monte avec les animaux sur l'alpage. Donc ça démarre à 1006 avec le premier chalet. Ensuite, on monte au refuge qui se trouve à 1008. Et donc là, c'est un peu notre plus gros hébergement, notre plus gros endroit où on reste le plus longtemps. Et en fait, après, on a aussi un secteur qui est plus haut, ce qu'on appelle le secteur du mois d'août, où on monte en dernier, parce que voilà, l'herbe pousse moins vite et donc on y va en dernier. Et là, le secteur le plus haut, on fait voler en hélicoptère une petite cabane qu'on pose tout en haut. Et là, on vit à peu près 15 jours dans cette petite cabane. Et ensuite, on redescend au refuge. En fait, on suit la pousse de l'herbe. C'est ça, avec les animaux, on suit vraiment la pousse de l'herbe. Et on repasse sur ce qui a repoussé durant l'été. Donc, on redescend au refuge, on repâture autour. Et après, on redescend jusque dans la vallée. Donc ça, c'est début septembre, à la redescente de l'alpage. Donc en fait, on aura passé 2 mois vraiment là-haut en altitude avec les animaux. Et donc voilà, septembre, quelques éleveurs viennent chercher début septembre des animaux, celles qui sont pleines, qui attendent de mettre bas les petits agneaux. Donc elles rentrent plus tôt. Et sinon, les autres, celles qui ne doivent pas mettre bas, elles restent avec nous jusque fin septembre. Et on fait le schéma retour, voilà, on repâture les parcs jusqu'à arriver ici à Pinceau, à l'Apia. Et les brebis repartent en camion chez elles. Donc là, mon métier de berger salarié s'arrête là, à la fin du mois de septembre. Et la date peut un peu fluctuer, justement, de descente ou... Alors, de descente de l'alpage, ouais, ça peut fluctuer en fonction de l'herbe. S'il y a moins d'herbe là-haut, si ça n'a pas trop repoussé, on peut descendre avant. On fait vraiment par rapport à l'herbe et aussi la météo. C'est arrivé qu'il y a des années où il faisait vraiment moche et on en avait ras-le-bol d'être là-haut, c'était super dur et on n'avait qu'une envie, c'était de descendre. Donc là, on était descendu un peu plus tôt, mais en général, c'est quand même le premier week-end de septembre, notre descente, ou plus ou moins. Voilà, mais on s'ajuste. Mais on fait en sorte de s'ajuster pour que ça tombe plus ou moins un week-end, pour que les éleveurs puissent venir faire la descente avec nous. Oui. Pour que ça soit sympathique, qu'il y ait un moment convivial. Et voilà, les éleveurs, ils aiment bien quand même soit monter, soit descendre avec nous, participer à ça, quoi. Donc voilà. Et là, voilà, on est sur la saison d'alpage
proprement dit. Les deux boulots. Les deux casquettes. Ça marche. Et justement, j'avais une question, j'ai demandé aux gens sur Instagram s'ils avaient des questions à te poser. Et il y en a une qui est revenue, qui est comment tu fais justement pour concilier vie pro et vie perso avec un rythme de vie quand même très particulier. Ouais. Tes amis te rejoignent là-haut ou tu les vois plutôt quand tu es en bas comment... Ouais, alors Comment ça se gère moi franchement j'ai vraiment de la chance parce que comme on a le refuge qui est là-haut là, et on loge là-haut, au refuge je travaille avec Clément qui est un très très bon copain à moi. Et à qui j'ai demandé de bosser avec moi une saison, et ça fait 5 ans maintenant qu'il est là-haut avec moi et on s'entend super bien, et donc voilà, j'ai un ami là-haut. Et le deuxième gardien, c'est mon compagnon cette année. Donc j'ai de la chance, j'ai là-haut mon compagnon et un ami, donc c'est vraiment cool de bosser avec une équipe que tu connais, et voilà. Mais c'est vrai que les copains montent, hein, c'est aussi ça. Hein, la vie de berger, tu ne peux pas forcément descendre toutes les semaines. Après, on est deux, hein, donc on essaye quand même de se relayer chacun notre tour. On essaye de descendre pour faire un petit moment off. Hein, c'est très prenant, on est tout le temps là-haut, tous les jours. On fait des grandes plages horaires de boulot. Mais ouais, les copains sont tout contents de monter, de voir les brebis, et en plus pour le coup ils peuvent loger au refuge, donc c'est hyper pratique. Donc je suis pas trop isolée. Hein. J'allais dire justement, souvent le métier de berger, c'est imaginer tout seul, isolé, en mode entre guillemets pèlerinage pendant 4 mois. Mais moi je voulais pas être isolée, c'était je voulais vraiment pas être toute seule sur un alpage dans une cabane, voir personne, c'était pas mon truc quoi. Je voulais voir du monde, parler du métier, rencontrer les randonneurs, que ça bouge. Mais chacun, c'est ça qui est bien dans le métier de berger, c'est que chacun peut trouver un alpage approprié à ce que l'on cherche. Donc soit on préfère garder des brebis, soit on préfère garder des vaches, soit on veut un grand troupeau, soit on veut un petit troupeau, soit on veut être perdu, soit on veut être un endroit où il y a plus de passages. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'alpages différents dans les Alpes. Et même dans les Pyrénées, on peut trouver son bonheur en fonction de ce que l'on veut. Mais moi, c'était voir du monde. Là, j'ai trouvé l'endroit vraiment parfait pour ça. Mais ouais, je ne suis pas coupée du monde. Ouais. Et vous avez pas mal de questions, justement, des gens au refuge sur votre travail, ou c'est plutôt en mode on est touriste et du coup on ne mélange pas trop avec la partie pastorale? Alors les gens qui montent là-haut, ils savent qu'on est un gîte d'alpage et que le troupeau est à proximité et qu'ils ont la possibilité de rencontrer les bergers. Donc ils savent très bien ce qu'ils vont avoir là-haut. Et ils sont là pour venir nous voir, nous poser des questions. Et ouais, ils nous posent pas mal de questions. Déjà, dès que les gens nous croisent, la première question, c'est si on a des patous. C'est la première question qu'on a, quoi. Tout le monde a vraiment peur de ces patous. Et je comprends, hein, moi, je suis la première à avoir peur quand je me balade en montagne avec mes chiens. J'ai aussi peur de ça, hein, même si je suis bergère et que je connais ces animaux-là. Mais c'est la toute première question, est-ce que vous avez des patous? Et du coup, on leur dit que non, on leur explique qu'on n'en a pas. On peut aussi parler de la problématique du loup avec eux par rapport à ça aussi, donc c'est cool. Et une fois qu'ils savent qu'il n'y a plus de patous, c'est bon, ils sont rassurés. Et après, on parle beaucoup, et c'est marrant parce qu'on a aussi la question de est-ce que c'est un métier, est-ce que c'est un vrai métier, berger. Ça c'est marrant, c'est vraiment la deuxième question qu'on a. Est-ce que c'est un vrai métier? Puis nous voilà, il monte, il fait super beau, évidemment, tu montes pas quand il fait moche. Donc il monte, il fait super beau, on est là, assises, à regarder les brebis, parce qu'elles sont calmes, on va vers eux, et du coup ils nous voient, on est tranquille, ça fait un peu vacances, Ça leur donne envie de faire ce métier, c'est bien. Hein. C'est ce qu'on leur dit, on leur dit oui, c'est un vrai métier, on dirait que là on fait rien, mais en fait on surveille les brebis, on les garde. Et justement, pour parler un peu plus de la saison, c'est quand même super intéressant parce qu'il y a du passage forcément au refuge. Or, on entend souvent que c'est un peu compliqué quand il y a des gens qui passent, etc., avec la gestion du troupeau. Donc, quels sont un peu ton avis là-dessus, ou l'expérience que tu en as du passage de personnes qui ne connaissent pas forcément justement ton métier et même le travail avec un troupeau de court? Oui, après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de secteurs où le chemin traverse le troupeau. Bon, j'en ai quand même, mais souvent elles sont dans des pentes où il n'y a pas trop de passage. Ça arrive qu'elles chôment sur le sentier. Alors chômer, ça veut dire ruminer, se poser. Elles se posent et elles ruminent.
Et souvent, c'est ça qui dérange, c'est que les animaux se posent sur le chemin et les randonneurs passent et du coup, les brebis doivent se lever et bouger. Mais bon, voilà. Moi, ça ne me dérange pas. J'explique aux randonneurs qu'il faut marcher doucement. Les brebis, nos troupeaux, elles n'ont pas peur de l'homme. Elles sont quand même assez domestiquées et donc elles n'ont pas finalement excessivement peur de l'homme. Donc si on passe tout doucement dans le troupeau, certaines se lèvent, elles se bougent et en fait, ça ne pose pas de problème. Et aussi, c'est parce que nous, là-haut, on n'a pas de patous. Nous, on n'a que des border collies. C'est les chiens de conduite qui nous aident dans le travail. Mais les patous, donc chiens de protection, on n'en a pas. Alors moi, c'est vraiment un souhait que je voulais. Certains éleveurs en ont chez eux, dans leurs exploitations. Et voilà, je leur ai demandé de ne pas nous les mettre avec le troupeau, de ne pas nous les amener avec le troupeau. Parce que déjà, on a le refuge. Et donc, il y a des randonneurs qui montent au refuge. Et je ne voulais pas qu'il y ait ces problèmes de... Voilà. Alors les patous, c'est des chiens qui ne sont pas dressés. Les éleveurs nous les donnent avec le troupeau. Et voilà, les chiens sont là pour défendre le troupeau. Donc voilà, ça arrive que ça aboie envers les randonneurs. Et donc moi, je ne voulais pas avoir ce genre de situation. Et donc les éleveurs qui sont super sympas, je le garde chez eux à l'exploitation avec quelques brebis. Et donc voilà, ça se passe bien. Alors après, c'est parce qu'on arrive à gérer le problème du loup sans patou chez nous, à Commadame. C'est ça, ce chien, là, son premier rôle, c'est de défendre contre le loup, et parce que nous, le loup, il est très présent dans la vallée. Mais jusque-là, on a bien réussi à pas avoir trop d'attaques. Alors ça arrive de temps en temps qu'on ait une attaque par-ci, par-là. Mais souvent, ça arrive quand on oublie de rentrer des brebis. Parce qu'en fait, tous les soirs, on rentre les brebis dans un parc électrifié. Et on met en route le courant pour que ça soit électrifié, donc pour que de une, les brebis ne sortent pas, et de deux, pour que le loup ne rentre pas. Donc jusque-là, le loup n'est pas rentré dans ce fameux parc de nuit. Donc on croise les doigts. On a de la chance avec Madame, il ne saute pas les clôtures, le loup. Pas encore, c'est pour ça qu'on croise les doigts. Et sinon, la journée, donc on sort les brebis du parc, on les amène dans un secteur choisi voilà, pour les faire pâturer à la journée. Et on reste avec elles toute la journée. On ne les laisse pas toutes seules et c'est pour ça qu'on reste toute la journée avec elles. On est deux, voilà, on les garde, on les surveille. Et donc ça, le fait de les rentrer dans le parc et le fait de les surveiller toute la journée, ça, pour l'instant, ça suffit à, à ne pas se faire attaquer par le loup. Et jusque-là, on s'en sort bien. Tu es entouré de deux border colliers, je ne sais jamais comment, colis. Du coup, un qui est un peu plus jeune et un qui est un peu plus âgé. Est-ce que tu peux nous dire comment tu les as eus, comment on travaille justement avec un chien? Parce que comme tu disais, les patous, c'est généralement les éleveurs qui vous les apportent s'il y en a. Alors que les borders, c'est vraiment généralement le chien du berger où tu le gardes à l'année. C'est vraiment ton chien. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un peu? Oui, alors ce chien, c'est quand même l'outil principal du berger. Aucun berger peut garder sans chien. Alors, aucun berger, j'ai envie de dire aucun berger de brebis. Parce que bon, quand on est sur un alpage à vache, on peut toujours réussir à les déplacer. Voilà, c'est différent. Mais en tout cas, en brebis, les chiens sont hyper importants. Et dans des alpages comme ici, on en a bien besoin. Et sans eux, je ne fais rien du tout. Ça m'est déjà arrivé de faire une journée sans chien parce qu'ils étaient capoutes. Et alors, j'ai couru des bornes et des bornes et les brebis, elles ne bougeaient pas. C'était absolument horrible. Donc, c'est mon outil le plus important. Et du coup, j'ai pris Lascaux en premier. Et donc, on les prend tout jeunes, donc dès 2 mois, dès qu'ils sont sevrés, pour commencer le dressage. Donc, on leur apprend tous les ordres, stop, pas bouger. Avec l'aide justement d'un autre berger qui a aussi un chien, ou tu le découvres? Pas vraiment. À l'époque, je m'étais renseignée, j'avais lu des livres, j'avais pris des conseils auprès d'autres bergers qui avaient eu d'autres chiens. J'avais été glaner des informations à droite à gauche pour avoir des bons conseils et tout ça. Et après, on voit comment ça se passe sur le terrain, quoi. On essaye des choses. Mais ils apprennent super vite. C'est des chiens qui sont faits pour travailler, donc ils ont quand même l'instinct. C'est très intelligent et c'est vraiment super à dresser, ça apprend très vite. Et puis au début, on dresse hors troupeau, pas forcément avec les brebis, on apprend les ordres de base hors du troupeau, en se baladant, tout ça. Et moi, c'est vraiment le côté que j'adore. Dresser les chiens, c'est super, et après quand on bosse avec eux et que tu vois que ça roule bien, ça marche bien, c'est trop génial. C'est une grande satisfaction d'avoir dressé les chiens.
C'est impressionnant de les voir travailler, ouais. Ouais, et puis ils sont bien habitués à l'alpage parce que c'est quand même dur hein, de travailler sur l'alpage pour eux. Il y a plein de cailloux, ils peuvent se faire mal. C'est des grands espaces, il y a un gros troupeau. Mais après, les premières années, c'est vrai moi, j'avais pas forcément mon chien parce que je débutais et j'avais pas pris mon chien avant. Et on m'a prêté un chien. Donc ça se fait aussi de prêter des chiens de troupeau. Après, c'est sûr que c'est moins bien que d'avoir son chien. Effectivement, hein, son chien, tu le connais, il te connaît. Se faire prêter un chien, il y a un moment où c'est un peu galère. Mais bon, tu peux te faire prêter un chien, c'est quand même hyper pratique, quoi. Et donc, eux, ils viennent d'élevage, d'éleveurs, quoi. Leurs parents travaillaient sur les animaux. Donc, c'est quand même un gage que tu sais que ton chien va travailler après, normalement. Donc voilà, c'est des bonnes lignées. Et effectivement, ça a marché. Je ne regrette pas l'achat. Donc il y a Lasco et Dawa, c'est ça? Dawa qui met le bazar. Ouais, je l'ai vu bosser, ça va, il bosse bien. Il faut des noms assez courts pour que tu puisses facilement les appeler. Dawa, Lasco, il faut que ce soit des noms courts. Oui, en effet. Qui claquent pour les appeler en montagne quand ils sont loin. Ouais. Mais ouais, c'est pas du tout pareil que les patous. Hein. Les patous, c'est des chiens qu'on met dès le plus jeune âge dans le troupeau pour qu'ils s'habituent aux brebis, qu'ils se considèrent comme étant brebis. Et voilà, qu'ils ne sont pas forcément dressés. Ils peuvent avoir peut-être des ordres de rappel, ou voilà. Mais on ne les dresse pas. Hein. Ils sont là pour vivre avec les brebis et défendre le troupeau contre les attaques de loups. Donc c'est pas du tout le même chien. Et ouais, ça se gère moins facilement. Du coup, l'aide berger, il est arrivé au moment de la problématique du loup. Il y a eu la possibilité de financer une personne supplémentaire ou ça a toujours été le cas sur Combe Madame d'avoir un aide berger? Alors avant que nous on arrive avec mon ancien compagnon, il y avait une personne sur les brebis, donc à temps plein, et un demi-poste. Donc il y avait une demoiselle qui était sur le refuge et qui allait aider de temps en temps la bergère. Donc il y avait un poste et demi en gros. Et nous, quand on est arrivé, on avait vraiment à cœur de travailler à deux, à temps plein, parce que oui, c'est vrai que c'est un alpage compliqué et que c'était plus facile d'être à deux. Et effectivement, les éleveurs ont accepté cette proposition parce qu'on est en partie financé effectivement avec les aides loups. Donc les postes sont aidés là-dessus. Et donc les éleveurs pouvaient se permettre de faire 2 temps plein de bergers. Donc c'est vrai que ça aide pas mal hein, et il y en a besoin. Ouais, il y en a besoin. Il y a besoin de bergers. Maintenant, on ne peut plus laisser les troupeaux libres comme ça se faisait avant. Hein. Malheureusement, c'est vrai que c'était bien parce que les animaux profitaient mieux. Ils étaient toute la journée dehors, ils allaient manger où ils voulaient manger. Et ils pouvaient dormir. Et ils pouvaient dormir dans les endroits de chaume. Et nous, on doit les redescendre à chaque fois au parc, donc ça fait faire des dénivelés, ça fait faire des regroupements de troupeaux, donc des maladies qui se développent. Donc voilà, il y a plus de contraintes. Mais bon, voilà, ça s'est fait que avec les aides loups, on peut être deux. Il y a des aides sur les cabanes, des aides sur l'achat des filets, sur l'achat des postes. Donc on est quand même aidé là-dessus, et heureusement, parce que c'est pas facile hein, de travailler avec le loup. C'est stressant, ça complique un peu le travail. Donc voilà, ces aides, ça aide quand même bien les éleveurs. Ouais. Heureusement qu'il y a ça. Et en plus, avec ces aides, il y a aussi des aides pour améliorer les cabanes des bergers. Avant, on était dans des conditions un peu rudimentaires, hein, les cabanes de bergers. Et maintenant, ça évolue. Les bergers veulent plus de confort, hein, c'est normal, c'est un métier dur. On veut au moins l'électricité, l'eau chaude. Vous êtes exigeant. Ah bah Des fois, certains éleveurs nous le disent. Hein. Fallait voir comme c'était avant, ne vous plaignez pas, mais non. Mais ouais, les conditions s'améliorent, donc c'est bien, ça devient un métier, ça devient de mieux en mieux, donc c'est bien. Et j'allais demander justement sur le métier de berger, ça m'a toujours fasciné que vous parliez de secteur et que vous savez exactement où les emmener, comment, pendant combien de temps. Comment ça prend ça? Parce que forcément, s'il n'y a pas eu... je pense, de toute façon, c'est pas à l'école que tu apprends un terrain comme ça. Donc du coup, comment tu l'as découvert et tu l'appréhendes? Il y a une transmission qui se fait. Alors généralement, quand on arrive sur un alpage, dans le meilleur des cas, on essaye de rencontrer donc soit les éleveurs, soit l'ancien berger pour faire un petit tour de l'alpage, découvrir les différents secteurs. Mais ça, c'est très important hein, parce que si on arrive là sur un alpage sans connaître, après, on peut y arriver, mais on va galérer et puis on ne fait pas peut-être au mieux, quoi. Donc cette transmission, c'est très important dans ce métier.
Moi, j'avais rencontré la bergère, elle était montée avec nous, elle nous avait dit ben là c'était le secteur, là on ne peut pas tuer là, attention, elles peuvent s'enfuir. Donc ça, c'est super important de passer le flambeau en fait. Et aussi que les éleveurs connaissent un petit peu l'alpage, c'est important aussi, hein, parce que si jamais il n'y a pas cette transmission de flambeau, les éleveurs, il faut qu'ils puissent aussi transmettre ça au futur berger qui va arriver. Mais oui, hein, la première année, on a tous couru des kilomètres et des kilomètres parce qu'on avait peur qu'elles partent à droite, qu'elles partent à gauche. Les premières années ne sont pas faciles. On court partout parce qu'on ne connaît pas, on a peur, on ne connaît pas les brebis, on ne connaît pas l'alpage. On sait plus ou moins où aller, mais on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc la première année, j'ai dû perdre 10 kilos, quoi. Je me doute que ça doit être sportif, ouais. Mais c'est ça aussi que moi j'aime bien, le fait de rester 10 ans sur cet alpage, j'aime beaucoup parce qu'on apporte des améliorations, on change les fonctionnements, on essaye des choses, on améliore les petites cabanes. J'adore aussi le fait de rester plusieurs années sur un alpage pour améliorer tout ça, les conditions de vie aussi, les conditions de travail. Et ouais, ça j'aime beaucoup parce que ça arrive aussi qu'il y ait des bergers qui tous les ans changent d'alpage pour découvrir plusieurs alpages, différents fonctionnements. Et ça aussi, c'est hyper intéressant finalement parce qu'on voit aussi plusieurs montagnes, plusieurs fonctionnements. Et mais moi, c'était rester sur cet alpage pour améliorer et que le jour où je passe le flambeau, je sais que ça roule bien, les conditions de vie sont bien, les conditions de travail sont bien, une gestion qui se passe bien. Donc je pourrais transmettre quelque chose de cool, quoi, qui fonctionne bien. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et après la saison, moi, je m'accorde aussi du temps de vacances, un peu. Après une saison assez fatigante. Donc le mois d'octobre et le mois de novembre, c'est plutôt... on se repose, on prépare la saison d'hiver. On s'occupe de mes brebis, hein, parce que j'ai aussi mes brebis. Et comme je fais ma viande d'agneau, il faut que je m'occupe de tout ce qui est les emmener à l'abattoir, transformer, Donc ça prend aussi un petit moment de gérer ça. Faire les parcs, hein, parce que les brebis, là, les miennes, entre autres, elles restent encore dehors, hein, elles ne rentrent pas tout de suite. Donc je continue un peu ce petit métier de bergère éleveuse, hein, là pour le coup, petite éleveuse. J'allais dire, ça suffit pas du coup de garder un troupeau tout l'été, il en faut aussi à la maison. Quoi. Ouais, l'histoire c'est qu'au début j'avais pas de brebis et ça me donnait envie et du coup j'avais l'été passé des moments avec quelques petites agnelles. Les agnelles, on appelle ça les jeunes, c'est les jeunes brebis, les agnelles. Il y en avait certaines qui m'avaient plu et je les avais sélectionnées et j'avais demandé aux éleveurs si je pouvais leur acheter les petites agnelles parce que je les avais trouvées sympas. Et voilà, ça démarrait comme ça. J'ai acheté 4 agnelles d'un des éleveurs. Je les ai ramenées à la maison et après j'ai un petit peu augmenté. Et je trouvais ça aussi sympa de voir un peu aussi ce que c'était le métier d'éleveur, d'avoir la boucle bouclée, quoi. D'avoir ces animaux, de s'en occuper, de les monter en alpage et à la fin d'avoir des agneaux et de les faire abattre et de consommer sa viande, de savoir comment ça s'est passé. Ça aussi c'est satisfaisant, quoi, de produire sa propre viande. Donc je voulais passer un peu sur ce côté éleveur. Certains des bergers coupent définitivement à la fin de l'été et n'ont plus d'animaux, mais moi j'avais besoin de connaître aussi le côté éleveur, le circuit. Et du coup, tu tenais quand même à garder le fait de travailler en station l'hiver et berger l'été. Tu n'avais pas envie d'être 100% éleveuse? Ou 100% bergère. Oui, ouais. 100% bergère. Ouais, tout à fait. Ouais, il y en a qui font ça. Il y en a qui descendent justement dans le sud pour garder les troupeaux dans le sud durant l'hiver. Hein, ça se fait, il y en a qui sont bergers toute l'année, effectivement. Mais moi, non, justement, j'aime bien le fait de couper. On finit la saison, on rend les animaux et là, hop, on passe à autre chose. On prépare l'hiver, on change de métier et au moins, on ne se lasse pas, quoi. À chaque fois, je suis super contente de reprendre le boulot l'hiver, je suis super contente de reprendre le boulot l'été, de retrouver mes petites brebis, là, les éleveurs. Je trouve que ça, c'est pas monotone, quoi. On change de métier et on n'est jamais lassé et on est toujours à fond, quoi. Et j'adore le fait de changer de métier.
Et après, ouais, moi, j'aimerais bien avoir, dans le futur, être éleveuse, quoi, m'installer à mon compte, mais on ne se rend pas compte, hein, éleveuse, c'est différentes bergers, c'est quand même toute l'année, tous les jours, tandis que berger, ben voilà, c'est que la saison où on souhaite être berger, et après, on rend les animaux et c'est fini, quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment pas le même métier. Et c'est marrant parce que certains éleveurs ne savent pas trop ce que c'est notre métier, ils ne se rendent pas bien compte, et vice-versa, certains bergers, ben voilà, des fois, ne savent pas trop ce que c'est le métier d'éleveur. Donc, ouais, c'est bien de se renseigner sur les deux et d'avoir une vision des deux métiers pour pouvoir plus facilement travailler ensemble avec les éleveurs et les bergers. Mais ouais, moi j'aime bien avoir les deux boulots. Ouais. Bah, du coup, j'ai juste une dernière question qui est, avec le changement climatique, forcément, ça pose pas mal de questions. Est-ce que tu vois déjà son impact sur l'alpage et qu'est-ce que ça change pour toi, justement? Alors, on s'en rend compte hein, que c'est quand même, il fait de plus en plus chaud. Nous, là-haut, dans la Combe Madame, on a aussi un glacier tout en haut, le glacier de Combe Madame. Et on voit que chaque année, ce glacier, il il diminue. Mais sinon, franchement, nous, dans la Combe Madame, on est quand même moins atteint que dans certains endroits, parce que c'est une combe qui est très humide, avec beaucoup de rivières. Et l'année dernière, par exemple, c'était une année de grande canicule et de grande sécheresse. Il y a plein d'alpages où les alpagistes ont dû descendre plus tôt, n'avaient plus d'eau, plus d'herbe. Et nous, pour le coup, ici, on était, comme on dit, the place to be, hein, l'alpage où il faut être, parce qu'on avait quand même beaucoup d'herbe, beaucoup d'eau. Donc nous, là-haut, on le voit quand même moins que dans certains alpages. Mais bon, on s'adapte, hein, il fait plus chaud, il y a moins d'eau, mais on arrive quand même à faire, on s'adapte, et puis de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein, ouais. Ça marche. Et merci beaucoup à toi. C'est tout bon, on a fini l'épisode. Merci beaucoup d'en avoir parlé. N'hésitez pas à vous rendre du coup à l'alpage de Combe Madame pour ceux qui sont dans le coin ou même qui viendraient par ici en vacances. N'hésitez pas à poser des questions et du coup, à l'épisode de la semaine prochaine.